EATech. Allez-y, messieurs, dames, installez-vous. On va tout de suite donc démarrer cet atelier. D'abord, bonjour à tous et bienvenue. Alors, d'abord, je pense que vous voyez les termes robotique et cobotique. J'en serai, c'est à vous donc l'honneur de démarrer, de nous expliquer, c'est peut-être pas forcément évident, la différence entre ces deux termes, parce que cobotique, on connaît un peu moins. Alors tout à fait, la robotique, on va dire, c'est ancré, on va dire, un petit peu dans les perceptions comme étant l'automatisation du montage d'un procédé. Et la cobotique, c'est la contraction, on va dire, de robotique collaborative. En anglais, on va appeler ça en fait les cobots. Et l'idée du coup, c'est qu'on n'est plus dans la robotique traditionnelle où en fait le robot est un objet un petit peu dangereux, on va le mettre en cage, un objet qui va fonctionner rapidement aussi. On va être un objet collaboratif avec l'être humain, c'est-à-dire un objet qui va donc servir à partager une tâche, à servir à partager un geste, servir à partager un mouvement, et donc permettre justement à la fois l'intégration dans le milieu d'opérateurs de façon plus souple, parce qu'on ne met plus le robot en cage, on le laisse travailler à côté d'un opérateur, comme si c'était un opérateur tout seul. Donc on peut partager la tâche avec lui, comme si on le partageait donc, avec un collègue. Et le robot peut même aller au-delà, peut nous assister nous-mêmes, c'est-à-dire en gros, va permettre de nous augmenter nos performances quelque part. Donc en gros, on va le transformer un peu en super opérateur quelque part. On va permettre de faire de l'assistance au geste, de la suppléance en effort. On va lui permettre aussi de faire en gros des tâches qui sont pénibles, des tâches qui sont difficilement prises en charge aujourd'hui, par exemple parce qu'elles sont sources de TMS. On va rajouter donc du coup ce robot qui va permettre d'augmenter et d'assouplir, on va dire, la pénibilité de geste de l'opérateur. Comment on en est venu à et pourquoi à cette nouvelle génération de robots? Alors c'est une évolution assez naturelle, c'est-à-dire que la robotique aujourd'hui, elle permet d'automatiser, donc en gros, de remplacer l'être humain, on va dire, sur certaines tâches. Aujourd'hui, la robotique ne peut pas tout automatiser, d'ailleurs c'est pas forcément le but, on va dire, la valeur ajoutée de l'être humain est très importante. Et le cobot, on va dire, est l'évolution naturelle finalement de l'introduction du numérique et de la technologie dans le milieu industriel, pour l'opérateur. Donc derrière le cobot, justement, c'est un petit peu, alors sans forcément faire des réflexions transhumanistes, c'est rajouter finalement de la technologie au plus près de l'être humain pour augmenter ses performances. Donc du coup, on est allé très naturellement, on va dire, vers ces usages-là, surtout qu'aujourd'hui, il y a des vecteurs de souplesse, justement, comme on reprend un petit peu la thématique de la table ronde, il y a des vecteurs d'agilité sur lesquels le cobot se retrouve très naturellement. Là le cobot peut être programmé pour des petites séries, il s'adapte facilement. Exactement, ça s'adapte plus facilement qu'un robot industriel, j'allais dire, traditionnel. Et du coup, son intégration est plus rapide, vous l'avez dit, déjà il est moins dangereux, donc alors, pas dangereux. C'est un premier vecteur effectivement d'intégration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément de le mettre en cage, il n'y a pas forcément besoin, on va dire, de prévoir sur l'atelier des espaces réservés. D'autre part, le cobot, suivant sa nature de partage de tâches ou de gestes, soit va avoir une programmation qui se veut simplifiée, par exemple l'apprentissage par geste. Donc ça, évidemment, ça dépend des cobots, tous les cobots ne bénéficient pas de cette fonctionnalité, mais derrière, c'est vraiment ce qui est cherché par le constructeur de cobot. Et je dirais le stade supplémentaire, c'est de se dire qu'il n'y a même pas de notion de programmation. C'est-à-dire que l'opérateur accompagne le cobot de son geste. Donc finalement, c'est un espèce d'outil évolué qui s'utilise de façon très intuitive. Donc il n'y a pas de notion de programmation, il n'y a pas vraiment de notion, on va dire, de contrôle-commande à mettre en place avec synchronisation des outils. Donc là, du coup, on utilise un cobot comme on utiliserait un nouvel outil. Une prise en main qui est juste en fait une prise en main de geste, pas du tout une prise en main, on va dire, technologique et d'intégration. Pas un mode d'emploi à des centaines de pages. Justement, on va le voir à travers l'exemple de Franck Narot. Franck Narot, vous avez été directeur des projets industriels du groupe Renault. Tout nouveau projet de technologie est passé par vous. Vous connaissez donc très bien ces nouvelles technologies. Vous êtes depuis 2013 le directeur de l'usine de Douai, une usine qui, depuis 2011, connaît une véritable transformation. Et je crois que les travaux se terminent. Oui, absolument, Fanny. On est en train de terminer 3 ans de transformation de l'usine pour la préparer à recevoir une nouvelle génération de véhicules. Les véhicules qu'on appelle les véhicules de CMF-CD, c'est-à-dire en gros les véhicules du milieu et haut de gamme de Renault qui vont être lancés entre maintenant et 2016. C'est un investissement de plus de 420 millions d'euros pour une seule ligne de production, c'est ça d'abord là. Alors on a investi effectivement 420 millions d'euros, on a renouvelé pratiquement l'ensemble des ateliers pour les adapter donc, à des nouvelles technologies. Les nouvelles voitures arrivent avec des nouvelles technologies, l'aluminium,
aussi des dimensions de véhicules qui nécessitent des adaptations. Et on a effectivement profité de ce changement de génération de véhicules pour apporter à Douai un certain nombre de nouvelles technologies telles que les cités. Alors on parlera de l'usine dans la conférence de cet après-midi, vous êtes également intervenant. On le voit, on a vu sur quelques images, vous utilisez les robots, les cobots aussi, nouvelle génération, sur presque toutes les parties de la ligne de production aujourd'hui. Alors aujourd'hui, dans l'automobile, on est très fortement robotisé sur les périmètres d'assemblage tôlerie. On a vu quelques images. Également en peinture, c'est là qu'effectivement qu'on a des questions de pénibilité et historiquement développées dans l'automobile les robots. Donc aujourd'hui, sur ces secteurs-là, on est quasiment robotisé à 100%. Il n'y a pratiquement plus d'opérateurs qui tiennent un pistolet de peinture ou une pince à souder. En revanche, sur les secteurs manuels, on était là plutôt, sur les secteurs de montage, pardon, on était resté avec beaucoup d'opérateurs, justement également parce qu'on avait cette problématique de coactivité entre une installation type robot et un opérateur. Il y a une grande proximité qui faisait qu'on n'était pas capable de le faire, et c'est vrai qu'avec ces nouveaux robots, on va pouvoir envisager de nouvelles solutions. Voilà, vous pouvez innover sur d'autres parties de la chaîne grâce au robot et à l'homme toujours. Voilà. Alors actuellement, pour vous donner quelques chiffres, on est sur une tôlerie, on est robotisé à peu près à 97-98%. Sur la peinture, c'est quasiment 100%. Sur le périmètre du montage, donc de l'assemblage de la voiture, sur les chaînes, on est à peu près à des niveaux d'automatisation de 2, 3, 4%. On pense qu'avec ces nouvelles technologies, on ne va pas passer à 100%, mais on va pouvoir atteindre des niveaux de 10-15%. C'est ce que se fixent les meilleurs benchmarks, en particulier japonais. La deuxième dimension qu'on va pouvoir intégrer de façon de plus en plus automatisée, c'est la logistique. Aujourd'hui, on voit qu'on a dans nos usines énormément de carafourches, ce qui pose des problèmes de compétitivité, mais aussi des problèmes de sécurité, de coactivité entre les carafourches et les opérateurs, c'est quelque chose qui n'est pas extraordinaire. Or, on le voit, là aussi, il y a des énormes potentiels d'automatisation qui sont générés par des outils très simples, des petits chariots, filets guidés, tout ça, faciles à programmer, pas très chers, et qui nous permettent, là encore, de travailler à la fois sur l'amélioration générale des conditions de travail, la sécurité, et également la compétitivité. Et enfin, et là je laisserai parler les jeunes de droite, on a aussi sur la dimension contrôle, sur la dimension contrôle qualité, sur la dimension contrôle d'aspect des voitures, pas mal de choses. Il y avait des nouvelles technologies qui peuvent être envisagées dans un futur assez proche, comme des solutions automatisées. Ce que disait Jean Streng, c'est que le Kobo aujourd'hui est davantage un vecteur de souplesse par rapport à la première génération de robots. Ça, vous constatez, vous pouvez, vous, dans votre usine, l'utiliser pour d'autres tâches. Il peut, par exemple, ne pas servir à un moment donné, et ce qui peut être utilisé ensuite. C'est vrai que il y avait deux freins à la robotisation. C'était, d'une part, ce qu'on a décrit, c'est-à-dire qu'un robot était complexe de passer à installer. Il fallait énormément d'équipements en relation avec la sécurité, en relation avec la programmation, en relation... Donc finalement, un robot en tant que tel, un porteur, c'est pas très cher, c'est pas très compliqué. Par contre, tout ce qu'il fallait mettre autour, c'est ce qui le rendait finalement difficile et lourd en termes d'investissement et en termes d'installation. Aujourd'hui, on va vers des générations de matériel qui sont beaucoup plus, je dirais, flexibles en tant que tel, très faciles à réutiliser, très faciles à déplacer. Les petits robots collaboratifs dont on montrera des images, ce sont des petites machines qui sont presque transportables en une journée. On peut dépasser d'un point à un autre de l'atelier, on peut les programmer très facilement. Donc effectivement, c'est un vecteur de souplesse. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, dans le cas précis de Douai, on est quand même en train d'essayer de réutiliser des équipements qui sont allés fortement été dédoués à l'époque, Douai étant surcapacité. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de machines qu'on cherche quand même à réutiliser et c'est ce qui nous permet de développer à moindre coût aussi des solutions d'automatisation en réutilisant les matériels. Voilà. Vous avez donné des chiffres en automatisation vraiment presque maximum, jusqu'à près de 100%. Pourquoi c'est essentiel pour les constructeurs d'arriver à un tel niveau d'automatisation avec les robots, les cobots? Bon, moi l'enjeu, il faut qu'on se dise les choses, l'enjeu c'est la compétitivité. Aujourd'hui, on cherche à maintenir de l'activité dans des pays comme les pays HCC, les pays européens. On a une problématique de coût quand on voit évidemment la concurrence qui peut venir des pays dans lesquels le coût de main-d'œuvre est moindre. Donc c'est certain que l'enjeu pour nous,
c'est de défendre l'activité, et pour défendre l'activité, il faut défendre la compétitivité, et c'est certain que l'automatisation est un facteur de compétitivité. Il faut aussi observer que de toute façon, la technologie permet des choses, ça va très vite, et y compris, j'ai été en Chine il n'y a pas longtemps, dans les pays où on pourrait penser que les solutions resteraient manuelles, en réalité, ils sont en train d'aller aussi vite, voire plus vite que nous, dans la robotisation. Voilà, c'est un facteur d'amélioration de la compétitivité, c'est un facteur de suppression de tâches très pénibles. Il ne faut pas oublier que c'est quand même pas, à mon avis, c'est plutôt une belle chose que d'avoir robotisé certaines fonctions qui, sur le schéma automobile, étaient franchement très pénibles. C'est également un facteur de qualité. Dans certains cas, on voit un robot, bien entendu, à une certaine répétabilité dans l'exécution, finalement, sur certaines tâches à la fois pénibles et je dirais difficiles en termes de précision d'exécution, on a avec le robot souvent la meilleure des solutions. Alors, je pense qu'on l'entend à travers l'exemple, donc c'est rapide, facile à intégrer, vecteur de souplesse, de qualité, donc de compétitivité. Pourtant, on sait que les PME françaises sont encore très peu équipées par rapport à l'Allemagne et l'Italie aussi. Pourquoi? Alors aujourd'hui, effectivement, au-delà du fait qu'il y a en France, on va dire, un climat, on va dire, économique un petit peu difficile pour les PME qui sont plus timorés vis-à-vis de l'investissement. Il y a aussi, on va dire, la France a subi une perte de vitesse, on va dire, à partir des 2000, sur la modernisation de son équipement industriel au sens large. Donc en gros, il y a je dirais, la version 1 quelque part de la robotique traditionnelle qui n'a pas forcément été déjà adoptée. Et donc du coup, la version 2, qui on va dire à la robotique, si je caricature un petit peu comme ça, représente un risque accru perçu, on va dire, par les PME par rapport à la mer. Alors, c'est une impression, effectivement, et donc il y a une notion aussi de sensibilisation, on va dire, sur cette industrie-là, au fait qu'on n'est pas forcément obligé de passer par la V1 pour faire la V2 quelque part. Donc on peut passer directement à la cobotique. On peut acheter un cobo directement, sans avoir un robot avant. Et derrière, la cobotique peut être justement tout à fait pertinente, et beaucoup plus pertinente qu'un robot traditionnel sur certains postes. Derrière, pareil, les abacs, quelque part, qui ont été effectués pour faire du retour sur investissement et les calculs de l'ROI, quelque part, pour la mise en place de robotisés, ne sont pas encore aussi matures pour la robotique que pour la robotique traditionnelle. Donc pareil que, on va dire, une PME qui a peut-être un réflexion un petit peu comptable, on va dire, sur l'investissement, va se dire, un combo que je vais investir, que je vais acheter pour m'aider à un opérateur sur une tâche, pour faire un partage de tâches sur un élément, on va dire, de la chaîne, je ne saurais pas évaluer plus précis ou j'aurais une marge de risque trop importante. Donc c'est vrai que c'est un cercle vicieux qui fait un petit peu casser parce que du coup, la PME, si elle rechigne à investir, alors c'est pas du tout quelque chose de péjoratif, hein, c'est quelque chose, on va dire, qui est perçu et voilà, enfin c'est pas du tout une critique. Mais du coup, la valeur ajoutée des produits peut s'en ressentir par rapport donc, à cette compétitivité, et donc du coup forcément les marges dégagées sont importantes, et donc du coup la hausse d'investissement s'en trouve encore, on va dire, érodée. Donc c'est quelque chose justement là où l'innovation pourra apporter justement, c'est essayer de casser ce cercle vicieux, et donc le fait... C'est notre rôle aussi, c'est notre rôle aussi, d'assister à ça. Et même, je dirais, la robotique est une opportunité, quelque part. C'est que la V1, la robotisation traditionnelle, c'est un step où la France n'a pas pris, je dirais, le pied autant que ses collègues outre-Rhin, on va dire, ou italiens. Et donc, du coup, la robotique, c'est justement l'opportunité, quelque part, de se dire, ben, je passe à la V1 tout de suite et je mets à jour mon outil productif, justement, sur mes éléments de compétitivité pour reprendre, on va dire, ce